Bonjour. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici, effectivement, j'interviens en tant qu'ancien directeur des études, planification normes et standards, le SNEP. Et si vous avez bien suivi la bande conseillère du DGAI à enregistrer avec le solo politique, en tout cas, ça concernait essentiellement les projets. C'est ainsi que, ayant géré en tout cas cette entité, et comme même quand on avait à faire le projet Bukangalonzo, c'était sous mon mandat, j'avais l'obligation là de fixer l'opinion quant à ça. D'abord, concernant les tests, si je puis commencer par les débuts. Le conseiller, il a prétendu que M. Fabrice avait été recruté sur base d'un test qui avait eu lieu en 2017. J'ai dit que non, puisque, en tout cas, excusez-moi, mais j'ai fait partie de ces personnes-là qui avaient postulé. Nous étions à peu près à 196 au départ. Et à la fin, lorsque nous avions fait passer les tests interviews, nous étions restés à 3, dont Fabrice, moi et le directeur Tukuzu des approvisionnements. Alors, ce n'était pas en 2017, c'était en 2022 ici, tout début. Alors, quand il dit que les tests en question, c'était juste un test psychotechnique, je me dis que vraiment, ça c'est minimiser les gens. Puisque ces tests, je sais que j'avais passé les tests psychotechniques pendant que j'étais dans une mission en Zambie. Et ça m'a pris à peu près 1h30 minutes. Et de là, nous sommes venus, on avait passé au niveau du ministère du portefeuille un test interview où il y avait un jury constitué par une affaire de 6 pas 7 personnes. Et c'était chapeauté par un éminent professeur dont je préfère taire le nom, peut-être il ne sera pas content que je puisse brandir son nom dans pareille occasion. Donc c'était vraiment du sérieux, on avait posé beaucoup de questions à cette occasion-là. Donc ça dépassait le niveau du test psychotechnique. Alors à l'issue de ce test-là, on nous avait même dit que, écoutez, nous on va présenter 3 dossiers au chef. Et il est question que lui-même, dépendamment de ce que d'autres considérations que nous ignorons, il aura à choisir l'un d'entre eux. Et s'il avait à choisir le DG, nous tous on était en tout cas contents et on était disposés de l'accompagner dans la mission qui venait de lui être attribuée. Il ne recule plus dans le fait que malheureusement qu'après on a trouvé que ce n'était vraiment pas de cette taille-là que lui voyait les choses. Alors, je reviens maintenant au dossier Bukangalonzo, puisque les conseillers juridiques du chef avaient prétendu que les dossiers Bukangalonzo étaient d'abord présentés par un bureau belge qui demandait 18 millions, la SNEL en a fait à 22 millions, et ensuite, lorsqu'il fallait planifier les remboursements, nous avions, si pas, on devait signer un plan de nantissement de 32 millions. Là, j'aimerais vous dire une chose, les journalistes. Il est vrai que le dossier a connu une évolution, puisque au départ, les localités qui étaient retenues, il y avait Bukangalonzo Mission, Bukangalonzo Secteur, et Pont Kwango ainsi que la ville de Kenge. En tout cas, cette place était à peu près, je crois, 12 millions. Mais il s'est fait qu'après la réunion de Caucus Kwango, puisque j'avais eu l'occasion aussi d'accompagner le DG Kayombo lors de ces assises qui s'étaient tenues au palais du peuple, on avait estimé qu'il fallait en tout cas étendre les projets. C'est ainsi que on avait ajouté Tchakalambewa, Kenge 2, ainsi que 316 et Kolokos, 316 et Kolokos. Et vous vous rendez compte qu'avec l'ajout de ces localités-là, les projets avaient pris une autre dimension.
Et ce qui avait fait que les budgets aussi puissent suivre. Parce que là, il était question que nous puissions tirer une ligne 33 kV à partir du poste de Bougangalonzo pour alimenter en passant les différentes localités et aller jusqu'à Kenge. Mais aussi, il y avait un projet pour tirer une ligne 70 kV maintenant, partant de Bougangalonzo jusqu'au niveau de Kenge. Ceci, c'était pour permettre à ce que nous puissions alimenter maintenant les localités éloignées et aller pratiquement jusqu'à rejoindre même Kikwit. C'est ce qui fait que quand on a ajouté ces différentes localités, le projet a changé. Et c'est ce qui avait conduit à ce qu'on puisse avoir un budget supplémentaire. Et aussi, il est plutôt question que nous puissions nous mettre d'accord sur une chose. Puisque quand on signe un contrat pareil, et d'ailleurs nous n'avions pas encore signé les contrats, on se met toujours, on se fixe toujours sur la façon dont on va rembourser les préfinancements, puisque c'est un préfinancement. J'ai compris que l'AMI a fait un peu une confusion entre les protocoles d'accord et les contrats. Puisqu'il est vrai que nous avions eu à signer pas mal de protocoles d'accord. Le protocole d'accord, là, c'est un document qui nous permet de nous mettre d'accord avec l'initiateur, bien le promoteur d'un projet, et qui doit aller aussi rechercher l'argent pour produire les études et lui permettre de boucler les financements, parce que c'est le document final. Une fois qu'il a les composantes, études techniques, études économico-financières et études socio-environnementales, qu'il peut maintenant aller chercher un financier qui va financer les projets. Mais maintenant, pour ce qui concerne le remboursement, comment ça s'est fait? Il y a toujours, on se met toujours d'accord. Les contrats comme ça, vous allez voir que ce n'est pas la société qui sort l'argent lors de l'exécution. C'est soit on l'exécute à IPC, donc ingénieur procurement et construction. Donc là, les bailleurs qui arrivent, ils arrivent avec les moyens nécessaires pour construire l'ouvrage. Et là, après avoir construit, il peut vous laisser l'ouvrage maintenant pour que vous, à votre tour, vous puissiez l'exploiter pour lui remettre l'argent qu'il a eu à investir. Et on ne remet pas seulement l'argent qu'il a investi, on ajoute toujours quelque chose. Ou encore, ça peut être en BOT. Donc, lui, les partenaires, il construit, il commence à produire de l'énergie et il met cette énergie à la disposition des SNEL pour que la SNEL puisse maintenant vendre cette énergie et lui payer ce qu'il avait eu à dépenser. Là aussi, c'est la même procédure. Ou encore, vous pouvez vous mettre d'accord pour créer une SPV, une société de projet, c'est-à-dire vous créez une société qui va gérer l'ouvrage qui sera construit et jusqu'à ce que celui qui avait eu à mettre son argent puisse rembourser, se faire rembourser par l'argent qui a été investi, et l'ouvrage à ce moment-là, ça reste professionnel. Donc il y a beaucoup de scénarios possibles par rapport à ce genre de projet. Alors quand on vous dit que non, la société n'avait pas d'argent, c'est pourquoi elle ne peut pas s'engager. Non, moi quelque part je dis que ce n'est pas vrai, puisque c'est un projet pour lequel on avait déjà identifié celui qui allait financer les projets et qui était déjà d'accord par rapport aux conditions qu'on allait mettre sur pied. Donc l'ouvrage, c'est lui qui allait amener le matériel, c'est lui qui allait même s'occuper du montage de tous ces réseaux-là et distribuer l'énergie à la population et même placer les compteurs. Et avant de s'engager comme ça, et aussi ils vont voir leurs banquiers qui leur demandent les études de rentabilité. Donc c'est à partir du moment où le projet, on suppose qu'il est rentable, il va s'autofinancer. À ce moment-là,
on s'engage. Puisque même dans d'autres pays, vous avez suivi, même au Sénégal, même ailleurs, quand il y a des grands ouvrages comme ça, ce n'est pas que on sort l'argent de la poche. Non, c'est le projet est financé par un bailleur, mais dans des conditions que vous vous fixez bien avant par rapport avec les modalités de remboursement du crédit qui a été, bien qui aurait été consenti. Donc c'est un peu ça. Alors, quand on dit qu'on avait toujours dans cette histoire de contrat, un contrat, on ne signe pas de contrat comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on fasse la part des choses entre les protocoles et les contrats. Parce que quand on arrive à terme, on arrive à identifier les projets, les financements, on a défini les financements et on arrive à déterminer les bailleurs, il faut maintenant venir avec les dossiers, hein, et présenter les financiers à l'entreprise. Et on fait maintenant des documents pour le ministère des tutelles ainsi que le ministère des Finances. C'est à ce niveau-là qu'ils doivent aussi vérifier ce qui a été fait, puisque bien qu'il y a souvent sont des commissions pluridisciplinaires, on analyse les modalités, les conditions et comme ça, on envoie maintenant auprès de la hiérarchie pour approbation. Et là, comme vous le savez, la hiérarchie est libre, hein, d'approuver ou pas. Parce que quand on envoie un dossier à la hiérarchie, il faut que ce soit un dossier quand même qui est ficelé. Parce que là, on s'attend à trois choses. Soit il y a approbation, soit il y a annulation, ou soit il y a on accepte, acceptation. Hein? Mais aussi, la hiérarchie a les droits des substitutions, et il peut aussi avoir les droits de correction. Donc, tout ça, hein, on intègre ça dans cet ensemble. Alors, dire qu'on a signé beaucoup de contrats, je ne sais pas, il a fait allusion à quel contrat, puisque moi, depuis que j'étais là, je me souviens des contrats qu'on avait fait à Couture, c'était le contrat Shanghai. Hein, et là, d'ailleurs, c'était signé bien avant, mais rien que l'avenant pour signer, je crois qu'à un certain moment, vous avez suivi ce que ça a créé, comme un peu panique là. Tout simplement, puisque ce n'est pas si facile de faire, de signer un contrat de développement comme ça. Mais bon, peut-être s'il faisait allusion aux autres contrats, peut-être de location et autres, là c'est autre chose. Mais là, je suis en train de parler de contrats par rapport avec les projets. Alors, j'ai tenu vraiment à ce qu'on puisse peut-être se mettre d'accord sur tous ces points, puisque chacun maintenant commence à interpréter de sa façon, au moment où ça ne devait pas créer des frustrations ou bien des problèmes, étant donné que tous ces dossiers-là se traitaient en tout cas en toute transparence. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que il y a eu des projets aussi, des projets en rapport avec la construction des centrales, hein, centrales photovoltaïques, je me souviens au Katanga. Là aussi, en principe, avant approbation, il était question que les concernés, les bailleurs, les partenaires puissent nous donner son tarif. Et là, il allait défendre ses tarifs au niveau des arrêts en présentant sa structure de charges et autres. Et là, si on lui accorde les tarifs et que nous trouvons que ça peut marcher, on va de l'avant. Dans les cas contraires, si par exemple le tarif est supérieur par rapport à notre tarif et que nous aurons du mal à revendre par rapport à ce que lui, il va nous vendre, là, c'est tout à fait normal que nous puissions nous réserver à nous engager sur cette voie. Donc, j'ai tenu à vous dire toutes ces vérités, puisque j'ai suivi, ça m'a un peu choqué, puisque je ne pouvais pas m'imaginer qu'un professeur puisse parler comme ça, peut-être sans s'être bien renseigné. Et ce n'est pas dans la déontologie. Moi, j'ai un master en management public, et là, vous devez savoir, nous devons, vous allez voir quand il y a des forums, souvent on donne au professeur la parole en dernier lieu. Pour dire quoi? Les gens ont dit, mais vous maintenant, qu'est-ce que vous en dites?
c'est quelqu'un qui tranche. Ce n'est pas quelqu'un qui se met à parler comme sans référence, sans maîtriser les dossiers. Et c'est ce qui crée des fois des problèmes. Mais il y a des études qui existent. J'ai des études à propos des études que nous avions faites au niveau pour électrifier Kenge et ses environs. Il y en a, ça c'est une synthèse, c'est une fiche de projet, mais les études existent. Il y a même les premières études qui nous avaient été envoyées par le ministère provincial de l'énergie de Kwango. Et on a eu pas mal de séances avec eux, avec un autre partenaire qui voulait tirer la ligne haute tension dont je venais de parler. Et ça fait que c'est vraiment un dossier qui est documenté. Ce n'est pas un dossier qui est vide comme ça, où peut-être on a eu à avancer des chiffres qui ne se justifient pas au moment où tout est clair, tout est vraiment dans la transparence. Bon, moi je ne peux que m'appesantir sur les déclarations de son conseil juridique. Bon, les problèmes de gestion, je crois que la fois passée on en avait effleuré, et les parlementaires qui sont habilités, ils avaient eu à faire leur contrôle parlementaire qui est arrivé à la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Et moi je me dis seulement que peut-être les chefs étaient mal conseillés, surtout en ce qui concerne cette matière de contrat. Peut-être c'est pourquoi ils prenaient un peu certaines décisions comme ça. Mais je crois que c'est son entourage qui vraiment ne l'a pas beaucoup aidé. Bon, je me souviens que l'autre fois vous m'aviez posé la question de savoir les actions que j'ai pu mener. Mais moi je crois qu'il faut plutôt parler en termes de stratégie. Puisque la SNEL que tu vois là, nous avions eu à faire un business plan. Je vous avais parlé d'un business plan qui avait on avait parcouru deux variantes, la variante optimiste et la variante réaliste. Alors, la variante optimiste, c'est quoi? La variante optimiste, c'est pour dire, quand nous voyons les projets que nous avons, nous voyons les défis que nous voulons, auxquels nous voulons faire face au niveau du réseau, quels sont nos besoins en investissement? Et comme les financements ne peuvent provenir que de la vente d'énergie, là nous demandons un tarif qui nous permet de couvrir ces charges. Donc, au cas contraire, si on dit bon, on ne nous donne pas, nous arrêtons au tarif actuel, qu'est-ce que nous pouvons faire avec, étant donné tout ce que nous avons comme problème à régler au réseau? Là également, nous définissons ce que nous pouvons faire. Alors l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que, étant donné que lorsque nous faisons un travail comme ça, nous visons deux choses. Donc il y a des axes stratégiques. Il y a la réduction des pertes, ainsi que l'augmentation du chiffre d'affaires. La réduction des pertes, c'est-à-dire quoi? Les actions que nous alignons dans la rubrique réduction des pertes, c'est ça qui va dans des pertes techniques, donc assainir les réseaux, et ajouter le nombre de cabines par-ci par-là, ou encore les pertes technico-commerciales, en voyant ce que nous perdons, par exemple aujourd'hui avec les immeubles qui poussent partout à Kinshasa, ou qui ne sont pas pour la plupart bien facturés, hein, et d'autres clients qui ne sont pas convenablement facturés. C'est un peu tout ça. Quand on met une stratégie en place pour recadrer tout ça, c'est ça qu'on appelle réduction des pertes, même les fraudes que nous avons du côté sur le plan commercial et autres. Alors, l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est essentiellement l'augmentation du productible. Donc là, c'est là où vous aviez suivi, j'avais parlé d'approcher les gens qui veulent construire de nouvelles centrales, même quand on fait la diversification du productible en faisant recours à d'autres formes d'énergie en dehors de l'hydroélectricité. Et ceci va permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité des services, améliorer les ventes et mieux faire face aux problèmes de la société.
Alors, ceci dit que toutes les actions qu'on devrait mener devaient s'inscrire dans ces stratégies-là, dans ces piliers stratégiques-là. C'est là où je vous avais dit, on prioriserait par exemple les assainissements, on prioriserait l'implantation par exemple des batteries de condensateurs en certains endroits pour minimiser l'énergie réactive qui dérange les réseaux et qui perturbe aussi la facturation vis-à-vis de la clientèle. Et on irait aussi jusqu'à diminuer aussi, en fait, réduire sensiblement le nombre des interruptions ainsi que le nombre de pannes au kilomètre des lignes. Donc c'est un peu tout ça. Et au niveau de la production, il faut voir comment réduire la durée d'indisponibilité ou la durée d'intervention qui réduisent aussi les productibles. La machine peut être là, mais quand vous prenez trop de temps lors d'une intervention, vous voyez que cet arrêt-là, c'est de l'argent que vous perdez. Et c'est un peu la coordination de tout cela, traduit à travers les actions à mener au niveau des différents départements, essentiellement du centre opérationnel, puisque comme vous le savez, le centre opérationnel de SNEL comporte la production, les transports, la distribution et la commercialisation. Donc tout ce qu'on peut mener comme action au niveau des centres opérationnels, là, en tout cas qui concourent à ce que nous puissions améliorer la qualité des services, c'est vraiment c'est la bienvenue. Et bon, vous avez suivi, vous avez instruit de placer les compteurs partout et de mettre un terme à la facturation forfaitaire. C'est une urgence. Et donc, il y a lieu de voir tout ça. Et d'ailleurs, pour ces problèmes, puisque je me souviens que comme qui avait été soulevé, quand on avait instruit à SNEL de mettre un terme à la facturation forfaitaire, il n'y a pas de moyens qu'on avait mis à sa disposition pour acquérir les compteurs. Alors, je me souviens qu'à l'époque, le DG Jean Bosco, il avait pris contact avec certains fournisseurs de compteurs, bien sûr à travers une passation normale de marché, ce qui avait permis à ce qu'avancer. On avait aussi, je crois, recruté une maison, je crois c'est Blue Energy ou une chose comme ça, qui s'occupait aussi des placements des compteurs. Alors, malheureusement on dirait que cette priorité n'a pas été perçue de la même manière par tout le monde, bien que ce soit une action salutaire pour l'entreprise, puisque ça nous permet de mettre un terme au forfaitaire et ça permet à ce qu'on puisse réduire le nombre de réclamations, puisqu'une facture en réclamation, c'est une perte que vous faites, puisque même s'il faut retarder les paiements, vous n'aurez pas cet argent 6 mois après, une année après, à la même valeur que les jours que vous aviez mis la facture. Donc c'est un peu tout ça. Et en gestion, on regarde tout ça. Mon mot de clôture, c'est que moi je crois la SNEL c'est quand même une grande entreprise. Et je crois qu'on devait être prudent quand on désigne des gens pour la gérer de façon à répondre vraiment aux exigences et de la gestion et de la clientèle qui attend du courant. Alors, ceci dit, je crois qu'il appartient aussi aux uns aux autres de rectifier les tirs pour que l'on puisse en tout cas protéger cette entreprise, parce que c'est une entreprise vraiment stratégique et il n'appartient pas à certaines personnes de chercher à la gérer comme ils veulent, puisque non seulement c'est nous, c'est notre carrière que nous laissons là-dedans, mais aussi c'est toute la population qui risque de souffrir de ces problèmes. Donc il est question, je crois, que l'on puisse voir dans quelle mesure mettre un peu de l'ordre pour permettre à ce que les choses puissent se passer telles qu'elles sont. Merci, monsieur le journaliste.